Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes spécialiste d'intelligence économique, vous êtes même le fondateur de l'école de guerre économique, et vous venez de publier un livre aux éditions Françoise Bourin, Sabordage, sous-titré « Comment la France détruit sa puissance ». Diantre. Alors, ça fait référence au sabordage de la flotte de Toulon le 17 novembre 1942. On ne va pas faire de l'histoire, mais pourquoi ce titre, Sabordage ? Pourquoi ce titre? Parce que j'ai le sentiment que depuis une longue période, les élites françaises ont laissé littéralement tomber un mot qui pour moi est essentiel, c'est la puissance de la France. Qu'est-ce que c'est? Comment on la formalise? Et, la puissance à ne pas confondre avec la grandeur. Justement, c'est toute la différence. Et j'ai été étonné en écrivant ce livre, et notamment en relisant les pages que Perfit a écrites sur De Gaulle, prenant ses notes d'un conseil des ministres au milieu des années 60, qui met face à face De Gaulle et Pompidou, et sur la question justement de la réalité mondiale, et face aux États-Unis, que De Gaulle décrit comme une puissance dangereuse, Pompidou dit « Mon général, c'est perdu. C'est perdu. L'économie française ne pourra pas lutter face aux États-Unis et il n'y a rien à faire. » Alors, on est dans cette dialectique grandeur versus puissance. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et vous dites, dès l'introduction, la France n'a plus de stratégie. Et vous faites d'ailleurs référence à un invité récent de Xerfi Canal, Philippe Baumard, qui a fait un livre sur le vide stratégique. Nous sommes vraiment dans ce vide stratégique en France? Moi je crois, il y a une émission de la télévision sur la campagne présidentielle de Jospin qui montre comment elle s'est préparée. Et ce qui ressort de cette émission, c'est que le mot stratégie est totalement absent de la pensée politique. C'est-à-dire que, mais ce que je dis sur la gauche s'applique, hélas, exactement à la droite. C'est-à-dire que la stratégie de la France, comment construire le devenir d'un pays comme le nôtre, comment penser ses enjeux économiques, c'est fini. Stratégie de puissance militaire, stratégie de puissance économique. Mais absolument, l'un va avec l'autre. J'ai été sidéré de découvrir, dans le bon sens du terme, qu'un homme comme De Gaulle, rappelez-vous l'histoire Pal-Sécam, en abordant le problème de la télévision couleur, avait une véritable stratégie de puissance, mais aussi de conquête de marché. Ce n'était pas simplement la souveraineté, l'indépendance nationale. Mais vous dites que c'est la notion même de puissance qui fait problème en France. C'est un tabou de parler aujourd'hui de puissance. Les Français, je ne sais pas s'ils ont la mémoire courte, mais ce n'est pas un tabou en Allemagne. Alors évidemment, on ne va pas étaler ça dans la presse allemande, mais le mot puissance en Allemagne, c'est le moteur actuel de l'Allemagne, c'est le moteur depuis la réunification, c'est le moteur pour... Oui, alors justement, on était dans l'habitude, il y a une vingtaine d'années, de la bipolarisation mondiale entre les deux méga-puissances. Depuis, il y en a une qui s'est un petit peu effacée, c'est l'Union soviétique. Sont apparues de nouvelles puissances, la Chine, oui, mais aussi l'Allemagne qui est devenue la puissance dominante en Europe. Donc, cette idée de puissance revient au premier plan avec force. Elle revient au premier plan avec force. Ce que je déplore, et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est qu'on n'a pas de grille de lecture sur l'idée de puissance. C'est-à-dire que quand on remonte à la période du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et qu'on essaie de voir quand est-ce qu'il y a eu un débat en France sur la question de puissance, alors c'est très rare, il y en a eu un au Parlement à la fin du 19e siècle, quand il y a eu ce fameux débat après la raclée qu'on a pris en 1870, pour savoir comment maintenir un statut international pour la France. Et là, il y avait d'un côté ceux qui voulaient la colonisation, et de l'autre ceux qui ne la voulaient pas, et qui voulaient concentrer toute l'énergie sur le développement, justement, de l'Hexagone et de son potentiel. Là, il y a eu un débat au Parlement. Mais c'est une des très rares fois où on a parlé de ce sujet. Aujourd'hui, parler de puissance, mais c'est devenu un non-sens. En France, c'est bien entendu pas un non-sens, ni en Grande-Bretagne, ni en Finlande, pour prendre un pays plus petit, ou dans beaucoup d'autres pays. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous dites qu'il y a un tabou sur la puissance, c'est un non-sens, on ne peut plus en parler. Par contre, on se replie sur le patrimoine. Oui, parce qu'on est un vieux peuple paysan,
qu'on a eu cette chance extraordinaire de vivre de manière meilleure que les autres, grâce à notre sol, grâce à notre agriculture, et que ça a créé une culture. Et que cette mentalité du Français qui souvent se replie sur son village, voire sur son clocher ou son champ, c'est de ne pas regarder ailleurs, c'est de ne pas voir le monde qui l'entoure. Et c'est notre problème actuel. Et c'est aussi le grand danger, c'est le repli sur soi. Mais c'est actuellement, je dirais, la tendance qui est en train d'émerger en France. Et c'est une tendance très dangereuse, non pas pour la vie politique intérieure française, mais tout simplement parce que là, la France, en tant que pays, va en subir les contre-coups. Alors vous dites que cette montée des nouvelles puissances, elle révèle une nouvelle fluidité, une fluidité entre les États et les entreprises. Et il y a un pays où on a du mal à avoir cette fluidité stratégique, en quelque sorte, entre les États et les entreprises, c'est la France, justement. Et vous développez, par exemple, on connaît bien l'exemple de la Chine, mais vous développez beaucoup cette notion de lien entre entreprises et États en Corée, par exemple. Oui, parce que la Corée du Sud a fortement été inspirée par ce qu'a fait le Japon, et la Chine a fortement été inspirée par ce qu'a fait le Japon et par la Corée du Sud. Et quand je parlais de grille de lecture, on est bien dans le sujet, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à décrypter ça. J'ai presque envie de dire qu'on n'a pas envie de le faire. C'est même un petit peu plus grave. Et notre problème aujourd'hui, pour un pays comme le nôtre, c'est que si on ne sait pas décrypter cette fameuse fluidité, si on ne sait pas décrypter que, et ça c'est une vérité qui nous reste un peu en travers de la gorge, mais il y a des chefs d'entreprise en France, je le dis, ça a été mentionné par un certain nombre de vos confrères, qui ont saboté des plans de puissance au niveau de la France. Je pense à la CGE par rapport à l'industrie informatique, je pense à des périodes cruciales où un plan de champion national ou un plan de champion européen ont mis en évidence que des chefs d'entreprise n'avaient absolument aucun sens de la puissance de la France, de son devenir en tant que peuple et de territoire, et que cette contradiction-là, c'est vraiment la grosse miette qu'on cache sous le tapis et qui est un problème fondamental dans la France actuelle. C'est l'attitude des chefs d'entreprise, et notamment de ceux qui devraient être en pointe sur cette question-là, comme c'est le cas en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud ou ailleurs. Est-ce qu'une façon plus générale, l'opinion publique française, ces élites, n'ont pas un peu trop projeté le désir de puissance à travers l'Europe, et qu'aujourd'hui, on est confronté à la domination allemande sur l'Europe? Je crois qu'ils l'ont projeté d'abord sur les États-Unis. C'est un jeu de défausse. La deuxième raclée, celle de 40, nous a mis vraiment Knaut sur le sol. On n'a pas voulu voir qu'un pays comme l'Allemagne, qui était encore plus mal que nous à la sortie de la guerre, n'avait de cesse de reconstruire justement à la fois un destin, un cadre diplomatique, un cadre économique et aujourd'hui une réalité de puissance. L'Allemagne n'est pas venue par hasard, n'est pas devenue le pays puissant qu'il est aujourd'hui en Europe simplement par une accumulation de bons chiffres réalisés soit à l'exportation, soit dans des logiques boursières. C'est une véritable stratégie. Encore faut-il se donner les moyens de la déchiffrer. Alors, les idées traditionnelles d'indépendance nationale et de patriotisme économique, est-ce que ça peut avoir encore un sens dans une économie mondialisée? Je pense que quand on examine ce qui se passe aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, ça a un sens. Nous, qu'on ne veuille pas le voir, ce sens, c'est notre problème. Et ce n'est pas le leur, en tout cas. Pour ces pays-là, ça a un sens. Je crois que le drame de la France, c'est que tant qu'au niveau des élites, on ne se donnera pas les moyens de reconstruire une grille de lecture sur la puissance. Et je ne parle pas là du patriotisme, je parle de la puissance. C'est-à-dire qu'un pays, pour exister aujourd'hui sur la scène internationale, pour qu'il ait un sens, il faut qu'il y ait cette puissance. Régis Debray, il y a peu de temps, rappelait que parler de diplomatie européenne sans armée européenne, ça ne veut rien dire. Et c'est pareil au niveau politique. Donc, arrêtons d'enfoncer des portes ouvertes. La France aujourd'hui est un pays fragilisé, dans une Europe elle-même fragilisée, et si nous ne nous réveillons pas,
si nous ne prenons pas conscience de ce qui est en train de se passer, eh bien, effectivement, comme je le dis à la fin de mon livre, nous allons vers ce que j'appelle, ni plus ni moins, un sabordage collectif, assumé. Et cette fameuse politique de l'autruche dont on parle souvent à propos des Français, malheureusement, elle va se réaliser. Grandeur ou puissance, il faut choisir pour conclure? Pour moi, le mot grandeur, c'est bien, je dirais, dans l'image, mais le vrai mot et le seul qui a un sens dans la réalité des choses, c'est la puissance, c'est pas la grandeur. Christian Arbulot, Sabordage aux éditions François Bourin, je vous remercie. Merci.